Bien, donc je remercie le professeur Jean-Noël Luc pour son un exposé assez complet qui permet, comment dire, de voir comment la gendarmerie a évolué durant tous ces siècles pour avoir aujourd'hui ce que le directeur général avait qualifié à la radio d'ovni administratif. Parce que nous avons la chance d'avoir une institution qui dépend de plusieurs ministères, ministère de l'Intérieur, des Armées, mais aussi, il ne faut pas oublier le ministère de la Justice dans le cadre de ses prérogatives de police judiciaire. Donc, je vais laisser la parole à Judith Blanès, qui est donc journaliste à AEF Info, puisque nous avons un partenariat dans le cadre de cette journée. Je suis très heureux de cette première collaboration qui en appellera d'autres, puisque notamment lors de mon allocution de clôture, je vous annoncerai une initiative qui aura lieu tout le long de l'année 2020. Mais sans plus attendre, je vais laisser la parole à Judith et je tiens d'ores et déjà à remercier l'ensemble des intervenants d'avoir répondu à notre invitation. Merci capitaine, bonjour. Alors je vais animer toute cette journée de table ronde. J'ai trouvé à titre personnel que l'introduction historique avait quelques vertus et je ne sais pas si on va retourner dans la fin du 19e siècle, mais on va en tout cas voir quelques éléments qui vont nous rappeler que les questions de contact, de proximité ne sont pas nouvelles, mais sont quand même en train de se renouveler dans l'organisation, dans la structure de la gendarmerie. Je dis un petit mot sur AEF parce que tout le monde ne connaît pas. Nous sommes une agence de presse d'information professionnelle qui comporte plusieurs rédactions, dont une rédaction totalement dédiée aux questions de sécurité. Nous sommes 5 journalistes et je suis les questions de gendarmerie plus spécifiquement sous l'angle institutionnel, c'est-à-dire les questions de budget, les questions de les nominations importantes, les auditions parlementaires où on en apprend beaucoup sur l'organisation, les restructurations des unités. Et cette question des brigades, ça a été dit ce matin dans l'introduction du général Cassobiel, le fait que c'est un élément central pour l'action de la gendarmerie, qui est une brique, on va essayer de l'illustrer au cours de ces différentes tables rondes. La première, donc celle qui commence maintenant, porte sur la sécurité du quotidien. La sécurité du quotidien, où on dit aussi police de sécurité du quotidien. C'est un concept qu'on a entendu de la part d'Emmanuel Macron dès octobre 2017 et qui a été lancé officiellement en février 2018 par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb, et qui, pour décrire ce concept, expliquait que la police de sécurité du quotidien, c'est un changement profond de méthode. Et la sécurité doit être une chaîne continue qui doit impliquer tous les acteurs de la base au sommet, ainsi que les élus et la population. Et Emmanuel Macron, en juillet 2018, complétait en fixant l'objectif de la police de sécurité du quotidien, police au sens large, qui inclut évidemment la gendarmerie, qui est de reconstituer cette proximité de la population et des forces de sécurité qui doivent donner un visage à l'autorité. Alors, avec nous pour débattre de ce concept et de son application au plus près des territoires, le lieutenant-colonel Jean-Marc Jaffré, chef du département prospective et publication du centre de recherche de l'IOGN. À ses côtés, au bout de la table ronde, le lieutenant-colonel Jean-Pierre Di Gregorio, chef du bureau de la sécurité publique et de la sécurité routière de la région de gendarmerie d'Île-de-France et du commandement de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris. En civil, le lieutenant-colonel Patrick Signorello, qui est membre de la réserve citoyenne, docteur en sociologie et consultant conseil en sûreté et formation associée de la société Audirisque. Et sur la table ronde féminine, l'adjudante-chef Jessica Dubois, commandant la brigade de prévention de la délinquance juvénile des Yvelines, et Isabelle Guillot, qui représente les collectivités à cette table ronde, qui est directrice sécurité juridique et tranquillité publique de la ville de Saint-Chamond et qui est par ailleurs vice-présidente chargée de la prévention de la délinquance de l'Association nationale des cadres territoriaux de la sécurité.
Alors je vais commencer avec vous, Jean-Marc Jaffray. Qu'est-ce que, d'un point de vue du créogène, on va dire de votre statut quasi de chercheur, en tout cas d'observateur, quelle notion recouvre la sécurité du quotidien en gendarmerie et comment se concrétise-t-elle au niveau des brigades ? Alors, la police de sécurité du quotidien, je pense qu'il faut la voir non pas... Enfin, je vais essayer de prendre de me resituer à la fois dans l'histoire et une certaine hauteur de vue sur cette approche de police de sécurité du quotidien pour montrer les interactions qu'elle peut avoir dans sa mise en œuvre et dans les réflexions qu'elle peut susciter au niveau de la gendarmerie. Je pense que dans l'histoire des polices, des forces de sécurité, on peut la resituer dans ces courants des forces de sécurité intérieure des démocraties occidentales, et elle peut s'inscrire dans la suite de ce qui avait été mis en œuvre dans les années 70 aux États-Unis, qui s'appelait le community policing, où on a essayé de développer de meilleurs rapports entre la population et les forces de police, suite tout simplement au constat que la police n'avait plus de légitimité ni de confiance de la population. Ça a commencé à se développer au début des années 70 de façon très éparse aux États-Unis, avant de se généraliser, de s'institutionnaliser et de franchir l'Atlantique pour rejoindre le Royaume-Uni, se développer dans les pays anglo-saxons. La France a été touchée par cette approche-là à la fin des années 90, début des années 2000, sous l'appellation de police de proximité. Qui a été réduite à néant au début des années 2000 pour plein de raisons. Elles étaient politiques, elles étaient sur une problématique de culture de changement difficile à faire passer et sur des chiffres de la délinquance qui atteignaient leur maximum, plus de 4 200 000 faits de faits de délinquance recensés. Elle a explosé en vol dans le cadre d'opportunités politiques. Et on voit qu'en fait, il y a une tendance à revenir sur cette évolution naturelle dans le rapport police-population, police au sens général du terme, avec la PSQ qui est annoncée dans des discours politiques. Ça, c'est pour montrer un peu la trame d'où peut venir cette idée. Maintenant, il faut voir aussi la notion de fonction policière, comme on peut la décrire. Elle a été remarquablement abordée ou synthétisée avec monsieur le professeur Jean-Noël Luc. Qu'est-ce que la police? Qu'est-ce qu'une gendarmerie? Qu'est-ce qu'une force de police? Et c'est vrai que la force de police, elle se considère, et c'était évoqué sous l'aspect militarisation tout à l'heure avec le professeur Luc, c'est que le policier, le gendarme, ou sa fonction, il la voit au travers de trois grandes missions principales qui ont été évoquées par Wilson, qui est un sociologue américain à la fin des années 60, qui dit en fait, il y a sous trois appellations, ce qu'on appelle la théorie des 3 R, c'est-à-dire le random patrolling, c'est-à-dire la notion de contrôle du terrain. Je circule sur le terrain, je suis en capacité d'intervenir. Rapid reaction, c'est-à-dire je peux intervenir rapidement, le police secours. Et puis rapid investigation, la capacité de mener des investigations. Donc là, on voit des aspects tout simplement qui sont liés à l'application de la loi, les pouvoirs exorbitants de l'État sur le territoire, dans le cadre de l'application de la loi, de la souveraineté de l'État. Il est évoqué que d'un point de vue sociologique, et ça c'est une réalité, les populations sont montées en éducation et sont beaucoup plus exigeantes vis-à-vis de leurs forces de sécurité et ont des demandes. Et donc le policier, on ne va pas simplement lui demander d'appliquer simplement la loi, de contrôler, d'être en capacité d'intervenir, mais les populations vont demander des services. Donc la gendarmerie est un service public, mais la population voudrait que ce soit un service au public. Il y a des petites notions sémantiques qu'évoquait peut-être le général Cazobia tout à l'heure, mais il faut le voir dans cette approche-là. Et de façon concomitante, quand maintenant on va revenir, on va se recentrer un peu plus sur la gendarmerie. C'est vrai que la gendarmerie, pour entrer dans la façon dont elle peut concevoir en tant que force de police sur un territoire, même si elle est militaire, son action, et puis les demandes de la population qui sont un peu plus prégnantes, elle doit s'adapter à cette situation. D'autant plus que les évolutions sociologiques dans notre société sont importantes, surtout depuis le milieu du XXe siècle, où on est confronté à une dislocation ou à une perte de certains repères dans notre société. Les solidarités de voisinage que l'on pouvait avoir dans les campagnes ou même dans les villes ont disparu. Et donc, quand on doit, assurer une sécurité, produire un service, les contacts ne sont plus les mêmes, la proximité doit évoluer, la réponse doit changer. Donc, le gendarme doit s'adapter
En conséquence de quoi, il est plus simplement quelqu'un qui va appliquer la loi, ce qu'on va dire un légalistique dans le langage britannique, ou un watchman, c'est-à-dire assurer le contrôle, mais il va être un serviceman aussi, c'est-à-dire être en mesure d'apporter un service à la population. D'où on voit aujourd'hui l'émergence de certaines unités spécialisées qui vont non pas contrecarrer, mais permettre de contourner la problématique du gendarme généraliste pour aller vers des communautés, des centres d'intérêt ou des certaines fonctions dans la société de façon à y répondre dans les meilleures conditions. Voilà. Donc, et la police de sécurité du quotidien, puisque c'était votre question, c'est vrai qu'elle participe à cette philosophie d'une évolution dans les rapports entre la force de sécurité intérieure et sa population, et d'où en tout cas la gendarmerie a fait ce choix de mettre en place 4 piliers pour soutenir cette police de sécurité du quotidien qui s'inscrit dans cette continuité, que sont donc le contact, donc retourner au contact, la prévention, donc la notion de service, mais toujours en maintenant cette capacité d'intervenir et de mener des enquêtes dans le cadre du respect et de la défense de la souveraineté de l'État et du service à la population dans le cadre de la défense de la société. Voilà. Et vous avez évoqué la faculté des gendarmes à contourner la problématique généraliste. Comment ça se formalise? D'ailleurs, est-ce que c'est formalisé? Alors, est-ce que ça se formalise? On a eu un coup à gauche, un coup à droite en termes d'organisation. Le général Cazebiel évoquait toutes ces tentatives, ces expérimentations, la BMM, la BGE. En fait, en travaillant sur la notion de proximité, qui revient à police de proximité, police de sécurité du quotidien. La proximité telle qu'on la conçoit aujourd'hui, elle est conditionnée par certains éléments. Le premier élément en termes de fonctionnement, ça va être la capacité à décentraliser l'action et le pouvoir de décision. Cette décentralisation, en fait, va permettre de faire émerger des initiatives locales dans le respect de certaines orientations générales. La PSQ est une orientation générale, est une philosophie, et c'est la possibilité de lancer des initiatives. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec des brigades de contact qui vont émerger localement par rapport à un besoin, par rapport à un contexte particulier, par rapport à des compétences qui sont réunies sur un territoire, et une volonté territoriale aussi. Donc typiquement, on voit aujourd'hui des brigades de protection des familles émerger. Ce sont des initiatives locales, encouragées d'un point de vue vertical par l'administration centrale, mais on laisse cette capacité à pouvoir développer cela. Et donc cette proximité va être basée aussi non seulement sur cette décentralisation, mais la capacité à encourager le développement des partenariats qui sont consubstantiels aujourd'hui de l'état de gendarmerie. Parce que la gendarmerie n'est pas seule. Le monopole de réflexion en matière de sécurité, c'est fini pour la police ou la gendarmerie. Aujourd'hui, des acteurs s'en sont emparés. Vous illustrez parfaitement cette diversification, c'est-à-dire vous êtes en capacité de rendre compte, mais aussi de produire des réflexions sur la sécurité, au même titre que la sociologie, au même titre que l'histoire, au même titre que des particuliers qui vont s'emparer des problématiques de sécurité via des associations ou des mouvements collectifs. Et voilà. Donc ce partenariat, aujourd'hui, on est obligé de participer. Si on le refuse, on ne peut pas résoudre des problèmes, on ne peut pas s'inscrire dans ces démarches-là. On le voit sur le terrain, les BPDJ, donc, dont une représentante, s'il n'y a pas de partenariat avec l'éducation nationale, s'il n'y a pas de partenariat avec d'autres acteurs, des collectivités, ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc voilà. Donc par la proximité, on a le développement de ce retour au contact. Voilà. Merci. Alors Isabelle Guillot, votre commune est située en zone police. Mais pour autant, vous connaissez quand même très bien la gendarmerie parce que vous travaillez avec les territoires et d'autres communes environnantes et que par ailleurs, au sein de la NCTS, beaucoup de membres sont situés en zone gendarmerie. Comment la sécurité du quotidien se traduit-elle dans vos relations avec la gendarmerie ? De l'association, donc que je remercie. Moi, je suis déjà éblouie par le cadre. Voilà. Donc, effectivement, j'interviens au titre de cette association, qui est une toute jeune association créée en 2015, excusez-moi, qui en fait regroupe ça s'appelle territoriaux de la sécurité, c'est-à-dire que nous sommes
des civils, il y a des policiers nationaux, des gendarmes, effectivement. Ce sont les cadres, en fait, qui interviennent dans la sécurité civile, sécurité publique, police municipale, etc. Et je suis actuellement donc à Saint-Chamond, dans la Loire. C'est une commune ligérienne depuis plusieurs années. Je me suis occupée pendant à peu près 10 ans de la police municipale en tant que cadre, donc administratif. Voilà. Donc en fait, la gendarmerie dans la Loire, ça représente 47%, elle couvre 47% de la population ligérienne, à peu près 355 000 personnes, et donc elle couvre 91% de la surface territoriale de la Loire. Donc effectivement, même si cette commune de Saint-Chamond, qui compte 36 000 habitants, est en zone police, tout comme la ville, la capitale de la Loire, Saint-Étienne, et d'autres, nous sommes cernés par la gendarmerie, et ce qui est bien compréhensible. De ce fait, nous avons des relations, pas forcément quotidiennes, mais enfin habituelles, avec les brigades territoriales, excusez-moi, parce que vous parlez beaucoup en acronyme, alors parfois je suis un petit peu perdue. Donc les BT, les brigades territoriales du moins, donc limitrophes. Notamment, nous avons un barrage en commun, on va dire, le barrage de Soulages, un barrage électrique. Donc une commune à côté qui est en zone gendarmerie. Vous savez comme moi que ça pose des problèmes, notamment pendant l'été, les baignades, les dégradations, les incivilités et autres. Donc moitié sur notre commune, moitié sur la commune d'à côté. Donc travail en collaboration donc, entre nos policiers municipaux et la gendarmerie, qui d'ailleurs a quelques moyens, notamment maritimes. Bon, pas forcément très grands, mais quand même toujours bien mieux dotés que nos policiers pour ce domaine-là, et même la police nationale. Donc nous travaillons habituellement avec donc cette brigade territoriale, bon, parfois aussi dans des affaires moins gaies de découverte de cadavres ou autres, puisque c'est vrai qu'il y a l'eau attire aussi des suicides. Voilà. Nous, de manière plus opérationnelle, mais dans justement la technologie, nous disposons d'un centre de supervision urbain qui compte déjà à peu près 130 caméras d'ici la fin de l'année, donc ça devient un centre important. Et à ce titre, nous avons donc des réquisitions qui sont faites par les gendarmes, les brigades alentours du moins. Nous sommes sollicités par des sections de recherche, même régionales, et autres brigades, parce que tout à l'heure on parlait du droit de suite entre guillemets. Hein. Bien sûr, effectivement, les frontières ne s'arrêtent plus. Voilà, là, les recherches ne s'arrêtent plus au territoire basique, on va dire, et grâce aux juges, aux magistrats qui délivrent aussi des commissions rogatoires, on peut aller dans toute la France, donc on peut poursuivre effectivement des individus par leur véhicule, etc. Nous avons un PSIG qui est installé à Saint-Chamond. Alors effectivement, on ne peut pas parler de proximité dans le sens population directe, mais quand même, c'est une présence, puisque la présence nocturne, pas forcément que sur la ville, bien sûr, sur l'autoroute, etc., c'est aussi rassurant quand même pour la population. Et ce matin, dans l'introduction, il a été fait état des BTC, des brigades territoriales de contact, et à Saint-Étienne, donc Saint-Étienne Métropole, sur 31 communes, une brigade de ce type, en expérimentation depuis mars 2018, a été créée, en fait. Et là, il faut bien voir que les élus sont très demandeurs, vous en avez reparlé, ils aiment avoir leur force de l'ordre à proximité, immédiate. Le regroupement en communauté de brigades a créé quelques soucis à une certaine époque, puisqu'ils perdaient en fait leur proximité, où ils ne voyaient plus forcément les gendarmes comme ils avaient avant, tout près. Alors effectivement, cette communauté de brigade est très intéressante par rapport au groupement de moyens, de casernes, de construction de nouvelles casernes, parce que nous en avons une construite l'année dernière à Montbrison, et une qui sera prochainement aussi à Saint-Étienne. Donc voilà, des moyens sont mis, mais effectivement, je pense que cette réintroduction des brigades de contact est essentiel, parce qu'à un moment donné, le côté territorial et proximité était perdu. Donc récupéré maintenant par la PSQ, PM, la police nationale, police municipale, gendarmerie, tout le monde y contribue. Je pense que c'est ça qu'il faut bien voir, c'est que les forces de l'ordre en France sont maintenant
multiples et qu'elle ne travaille plus de manière isolée. Donc la gendarmerie, de par son savoir, de par ses compétences aussi spécifiques et son contact habituel avec la population, parce que c'est quand même là, je dis que le savoir-faire, il est là, parce qu'on voit bien la différence entre des contacts plus police, on va dire, gendarmes. Moi, je le rapproche quand même de nos policiers municipaux, à certains égards, bien sûr, compétences séparées, mais par rapport à la proximité, par rapport à la manière d'aborder la population, à la manière de régler certaines situations où effectivement on est posé, voilà, une méthode. Donc c'est très important aussi pour nous de travailler avec donc, les gendarmes parce qu'ils nous apportent aussi des méthodes, en fait, aussi de certains process. Voilà. Et je dirais que nous, à titre personnel aussi, j'ai été amenée à mieux découvrir aussi la gendarmerie parce que nous recrutons aussi dans la gendarmerie des policiers municipaux, en fait. Et finalement, on voit qu'il y a une certaine perméabilité, du moins dans ce sens-là, gendarmerie et police municipale, et qui nous fait aussi découvrir les manières de travailler, justement, notamment par rapport à la population. Merci. Alors, la gendarmerie et les communes ont peut-être d'autres points communs. Vous venez de l'évoquer, la méthode, mais aussi un champ de compétences qui porte sur la prévention de la délinquance. Jessica Dubois, vous commandez la brigade de prévention et de protection des Yvelines. Expliquez-nous comment fonctionne cette brigade un peu particulière. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, là, durant cette demi-heure, je vais notamment vous parler de la prévention. La prévention que je connais parfaitement, puisque c'est un domaine que je développe depuis une dizaine d'années sur le département des Yvelines, et un domaine qui, ô combien, me tient à cœur. Et je remercie encore une fois la Norgende de m'avoir invitée et de pouvoir mettre en avant et mettre en valeur cette thématique qui reste souvent dans l'ombre, mais qui est vraiment essentielle et indispensable aujourd'hui en gendarmerie. J'écoutais ce matin l'historien, et au final, la prévention, on en parle depuis le Second Empire, en fait, sous Napoléon Bonaparte, sous Napoléon III, on parlait déjà de prévention situationnelle. On savait pas à l'époque que ça s'appelait comme ça, mais pour reconstruire Paris, Napoléon a demandé à l'époque au préfet de Paris, au baron Haussmann, de reconstruire Paris. Et pour lutter contre quoi à l'époque? Contre le choléra, pour lutter à l'époque contre les conditions de circulation qui étaient déjà problématiques, et pour reconstruire les immeubles, créer à la place de grands espaces publics ouverts et mettre de côté les petites ruelles. Voilà, ça c'était la petite aparté, puisqu'en fait on parle déjà de prévention depuis les années 1850. Voilà, ça c'était la petite aparté qui me paraissait essentielle. Et aujourd'hui, voilà, je commande la brigade de prévention et de protection des Yvelines qui est basée à Bois d'Arcy. Pourquoi? C'est un modèle pour moi qui est unique en France et je suis fière de le dire. C'est une unité qui travaille aujourd'hui, dans mon unité, on travaille en synergie et en collaboration. Et ça, c'est très important. Et comment on est arrivé aujourd'hui à travailler comme ça? C'est grâce au travail de communication en interne qui est mené chaque jour. Le développement de la prévention. Alors on parle aujourd'hui de la brigade de prévention et de protection qui encadre 3 unités. La première qui est la brigade de prévention de la délinquance juvénile que vous devez connaître, qui est une brigade qui fait de la prévention auprès des jeunes en milieu scolaire, des classes de CM2 aux classes de terminale. La deuxième, la brigade de protection des familles, qui aujourd'hui est une unité armée par une adjudante de mon unité, qui traite essentiellement les violences intrafamiliales, qui est aujourd'hui d'actualité, on l'a encore vu avec les violences faites aux femmes dernièrement, pardon. Et la troisième unité, qui est la cellule de prévention technique de la malveillance, qui est armée ici de 2 référents sûreté, qui sont là pour lutter contre la prévention technique de la malveillance et la prévention situationnelle, si vous connaissez mieux ce terme. Aujourd'hui, on est une unité où on est 8 personnes et on est là pour répondre à nos concitoyens
C'est une chance incroyable pour nous de pouvoir donner et travailler en amont pour aller à leur rencontre et leur donner des conseils de prévention pour les conseiller avant la survenue d'actes. Voilà. Et d'un point de vue opérationnel, comment ça fonctionne? Sur quels effectifs vous vous appuyez en dehors de vos 8 personnes, vos 8 gendarmes? Alors, on a un réseau local, bien évidemment, qu'on a formé, nous, notre brigade. En fait, on a une brigade d'experts. Une brigade d'experts qui est capable d'intervenir à l'instant T, à la demande des brigades qui vont nous faire remonter des faits, mais également d'initiatives, puisqu'on a connaissance de l'ensemble des faits qui sont commis sur l'ensemble du département, aussi bien en milieu scolaire, aussi bien, par exemple, la remontée des faits, ça peut être des cambriolages, mais ça peut être également des faits de harcèlement, des faits de violence au sein de la sphère familiale. Et là, on a une équipe, j'ai une équipe qui se déplace chaque jour pour répondre à la demande du terrain ou de nos concitoyens. Donc, effectivement, on se fait appuyer par notre réseau local. On a des référents au sein de chaque unité qui sont là pour nous faire remonter les faits et on est là également pour les former. Merci. Lieutenant-colonel Jean-Pierre Di Gregorio, alors vous allez nous parler d'un dispositif à 2 voies. De quelle façon, on parlait en introduction, le lieutenant-colonel Jean-Marc Jaffré parlait de l'implication des citoyens. De quelle façon vous avez mis en œuvre cette implication des citoyens dans le cadre de la sécurité du quotidien? Oui, alors, d'abord pour me situer, je suis le chef du bureau de la sécurité publique et de la sécurité routière et des mobilités désormais au sein de la région Île-de-France. Et dans mes précédentes affectations, notamment au groupement 77 et au groupement 58 dans la Nièvre, j'ai eu l'occasion, en tant qu'officier adjoint prévention, de mettre en place un certain nombre de dispositifs qui cadrent parfaitement avec ce que l'on appelle aujourd'hui la police de la sécurité du quotidien, dont ressort le dispositif de participation citoyenne dont on va définir les contours. Je tiens aussi à préciser que je n'ai pas seulement mis en place des dispositifs dans les groupements où j'ai travaillé, mais j'ai travaillé également en étroite collaboration avec la commune où j'ai établi ma résidence en Haute-Saône désormais, pour y avoir travaillé d'un point de vue professionnel aussi. La participation citoyenne s'est installée aussi au sein de ma commune pour des raisons sur lesquelles nous allons revenir. Je garde toutefois un œil bienveillant sur Saint-Chamond, dont je suis originaire aussi, en tant que Couramio, donc j'ai parfaitement compris les problématiques qui étaient les vôtres. Alors, la participation citoyenne, qu'est-ce que c'est? Un concept qui, on a coutume de dire, nous vient là encore d'outre-Atlantique, où là-bas, cela existait sous la forme appelée Neighborhood Watch. Alors, littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sous le regard des voisins. Alors, ce n'est pas nouveau. On peut identifier ça à travers un cliché que chacun a à l'esprit. C'est le cliché de la personne, ça peut être une dame, ça peut être un homme, qui, à travers ses carreaux, derrière les rideaux, eh bien, regarde, épie ses voisins et est capable à tout moment de tenir presque une main courante de ce que vous faites à travers les observations que l'on peut, qui peut être fait. Et en fait, sous le regard bienveillant des voisins, l'idée de la participation citoyenne consiste à dire que si la sécurité publique, en général, et la lutte contre les cambriolages, plus particulièrement, est une prérogative de la puissance publique, de l'État, par l'intermédiaire de certains corps constitués tels que la police, la gendarmerie bien évidemment, mais aussi la police municipale ou d'autres corps qui arrivent dans le paysage de la sécurité tels que les activités privées de sécurité. Cette sécurité publique, en fait, elle ne relève pas que de ces corps constitués. Il faut aussi ajouter dans le paysage le rôle des élus,
qui, en tant que responsable de la prévention, dans le domaine de l'animation et de la coordination, ont un rôle à jouer. Alors, il y a la gendarmerie, il y a les élus. L'un et l'autre ont un rôle à jouer dans le cadre de la prévention des actes malveillants, des désordres, des cambriolages. Mais au centre, au milieu, finalement, il y a l'idée que la population a aussi un rôle. Pourquoi ? Parce que, sous le regard bienveillant des voisins, il y a de l'information qui circule, il y a du renseignement, et c'est l'idée qu'il faut, ou on peut capitaliser sur ces informations qui sont détenues par les résidents d'une localité. Ça peut être à l'échelle d'une commune, ça peut être à l'échelle d'un quartier, dans le cadre d'une commune plus vaste. Et donc la participation citoyenne est arrivée au début des années 2010, et plus particulièrement par le biais d'un protocole, d'une circulaire du ministère de l'Intérieur du 22 juin 2011, cette participation citoyenne a proposé, à travers ce triptyque gendarmerie, élus, citoyens, de fédérer de fédérer ou de développer une synergie de façon à mettre en œuvre une capacité d'action qui soit augmentée pour lutter et prévenir des faits de délinquance qui empoisonnent au quotidien la vie d'une commune, par exemple. Et donc, ce qu'il faut retenir de ce protocole participation citoyenne mis en place à partir des années 2010, c'est qu'ici, en région d'Île-de-France, ça a connu un essor tout particulier, parce que ça répondait d'ailleurs à une demande, progression, développement des cambriolages, mais pas seulement. C'est peut-être aussi, dans le cadre des activités malveillantes, des faux policiers ou des faux agents de l'EDF qui viennent frapper à votre porte et qui, sous couvert de vous proposer un service, en profitent aussi pour vous dévaliser sans que vous en rendiez compte. Donc, les protocoles participation citoyenne sont arrivés au début des années 2010. On en dénombre aujourd'hui 228 en zone gendarmerie sur les 4 départements. 228 communes qui ont adhéré à ce dispositif sur 816 en tout. Donc un ratio qui nous laisse comprendre qu'il y a encore possibilité d'augmenter et de développer ce dispositif. Et c'est un travail auquel, avec mon camarade Patrick Signorello, nous sommes employés pour permettre effectivement de le faire connaître. Alors, de le faire mieux connaître parce qu'il est déjà connu, ça fait déjà une bonne décennie qu'on y travaille. Peut-être vous avez évoqué les cambriolages. En quoi est-ce différent de voisins vigilants ? Comment ça s'articule ? Le dispositif participation citoyenne est un dispositif étatique. Il met en place, donc, comme je vous l'ai dit, une synergie dans le cadre d'un triptyque qui réunit le maire, la gendarmerie et les citoyens. Ce dispositif ne s'est pas développé tout seul, il s'est développé parallèlement à un autre dispositif qui lui était antérieur d'ailleurs, c'est le dispositif voisin vigilant. Au début, donc en 2011, lorsque la première circulaire est parue, voisin vigilant était un terme d'ailleurs couramment employé par les gendarmes eux-mêmes pour évoquer donc ce dispositif. Or, depuis 2012, Voisin Vigilant est une marque déposée par une société qui propose un type de service identique. C'est une plateforme web qui est ouverte et qui va proposer donc aux citoyens qui veulent se fédérer, ou voire même à des mairies qui veulent adhérer à ce dispositif, un service particulier qui peut se traduire par un dispositif d'alerte SMS. Donc, on distingue en fait dans le paysage 2 dispositifs particuliers, celui qui est étatisé, donc officiel, le dispositif participation citoyenne, et puis le dispositif qui n'est pas concurrent
nécessairement, mais plutôt concurrent, celui de voisin vigilant, qui est un dispositif privé et à certains égards d'ailleurs payant, puisque les mairies qui souhaitent y adhérer doivent s'acquitter d'une somme d'argent qui est consécutive finalement au nombre d'habitants ou aux ressources de la commune. Alors, pour distinguer d'ailleurs les deux dispositifs, une nouvelle circulaire est apparue le 30 avril 2019 pour bien distinguer les dispositifs et mieux ancrer finalement le dispositif participation citoyenne dans l'idée qu'il y avait un dispositif étatique, officiel, avec un logo qui lui était propre, puisque le logo que vous connaissez sans doute de l'œil vigilant qui est apposé sous la forme d'une signalétique à l'entrée de certains villages a été remplacé à partir du 30 avril 2019 et de la nouvelle circulaire interministérielle par un nouveau logo qui est censé donc matérialiser désormais la participation citoyenne telle qu'elle est officialisée dans sa signalétique. Merci. Alors, lieutenant-colonel Patrick Signorello, vous êtes réserviste citoyen. Pouvez-vous nous expliquer de quelle façon les réservistes s'impliquent dans ce dispositif ? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci Alain Orgente de m'avoir permis de m'exprimer avec mon camarade, puisque nous sommes camarades, Jean-Pierre Di Gregorio. Alors, avant, je voudrais me présenter de façon très courte parce que je ne suis pas gendarme professionnel, je ne suis pas militaire de carrière, j'étais fonctionnaire enseignant, fonctionnaire de l'État. Mais je suis avant tout citoyen. Ce que j'ai trouvé intéressant lorsque je me suis tourné engagement citoyen auprès de la gendarmerie, c'est la fibre étatique que j'avais vécue en tant que fonctionnaire, mais aussi en tant que sociologue centré sur les questions de préoccupation des violences sociétales, des violences individuelles qui montent en puissance, des violences à l'école. J'ai travaillé pour le ministère des Sports, mais aussi pour l'Éducation nationale, sur l'émergence dans les années 80-85 de ces violences, et je les voyais monter petit à petit en puissance. Donc pour moi, il y a une certaine logique à rejoindre l'institution gendarmerie en tant que citoyen pour mieux comprendre de l'intérieur comment s'organisent les choses, quel est l'esprit qui traverse la notion d'ordre public, mais aussi de service à la population. Et en tant que citoyen, cette participation citoyenne, je participe déjà au départ par l'engagement, et je me suis intéressé avec Jean-Pierre sur la question de la participation citoyenne. Alors, Jean-Pierre a résumé l'essentiel du propos. Moi, je vais essayer de prendre la position un peu sociologique, parce que je reste assez humble à ce niveau-là, mais surtout citoyenne. La notion de vigilance citoyenne, comme on l'a dit Jean-Pierre, vient des États-Unis. Et cette notion a été importée et implantée en France par une Américaine qui connaissait le dispositif et qui, pour la première fois, l'a proposé au maire de Saint-Paul-de-Vence en 2002. Donc là, il y a eu, si vous voulez, la première graine de la participation citoyenne avec ce discours de cette doctrine anglo-saxonne où, effectivement, il y a une mutualisation, une surveillance des personnes. Mais il n'y a pas que là. Il y a aussi, on pourrait prendre la Suisse comme exemple. Mais c'est surtout l'esprit de l'école de Chicago dans les années 60 qui s'est intéressé là-dessus. C'est importé, c'est implanté, c'est expérimenté, et en fait, ça donne une certaine efficacité en termes de résultats. Ceci étant, pour éviter peut-être certaines dérives, et puis peut-être parce que l'État cherche
je vais dire, à conserver la mainmise sur les questions de sécurité pour éviter des dérives comme on en a connu dans des années noires de milices citoyennes. Il était normal et légitime que l'État prenne les choses en main. Et donc les circulaires qui ont été évoqués par Jean-Pierre, à mon avis, in situ, montrent bien cet état d'esprit. Par contre, comme l'a dit, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de mon collègue sur l'histoire, parce que, en fait, la vigilance citoyenne, comme l'a dit aussi Jean-Pierre, l'a rappelé Jean-Pierre, elle existait déjà. Elle existait dans les villages. Oui, la petite dame derrière son rideau, elle était là parce qu'elle n'avait rien à faire. Mais enfin, tout ceci participait à une circulation de l'information où tous les gens se connaissaient. Seulement, les choses ont évolué. Elles ont évolué avec l'accroissement des territoires, la notion d'urbain qui passe périurbain, et petit à petit, le village recentré sur lui-même, en fait, il vole en éclats. Il vole en éclats. Moi, j'y vois deux axes. Le premier axe, c'est parce qu'il y a une population qui ne travaille pas forcément sur le territoire et donc va chercher ailleurs des emplois et des métiers. Donc, ces allers-retours, ces mouvements pendulaires, comme disait Jean-Pierre, vont créer des moments de vide relatif au niveau du village qui n'en est plus un, mais qui est plutôt une commune, enfin je ne sais pas comment on peut l'appeler, un territoire urbain-rural ou urbain-rurbain. Et ces mouvements, donc, ces personnes qui s'en vont travailler déshabillent en quelque sorte et diminuent le chiffre des habitants présents, créant un vide, mais aussi connaissant moins son voisin. On peut dire qu'il y a eu un délitement, si vous voulez, un effritement du réseau social, sociologique, de connaissances, enfin voilà. Le deuxième axe, donc une nécessité rendue d'augmenter, si je puis dire, et de prendre en compte l'insécurité grandissante, mais couplée à cela avec des forces de police en réduction sur le plan budgétaire et en moyens personnels. La population a commencé à bouger en disant mais voilà, je caricature le propos, que fait l'État, etc. Si ça ne marche pas, nous on va un petit peu se prendre en main et on va organiser les choses. Le deuxième axe que je vois, au-delà de la déshérence donc de certaines zones, c'est les événements dramatiques, les attentats qui ont généré une peur collective nationale. Et qui ont mis en avant, qui ont promu, à mon sens, un slogan que l'on entend très souvent, et en particulier dans les transports urbains, attentifs ensemble. Attentifs ensemble, ça veut dire que si vous voyez quelque chose d'anormal, eh bien, s'il vous plaît, vous me le signalez. Si vous laissez votre valise, on la fait exploser, etc., etc. Derrière ce attentif ensemble, je vois, d'un point de vue sociologique, si vous voulez, l'émergence d'une doctrine de vigilance collective où on demande aux citoyens d'être attentifs. Donc ça s'articule bien, si vous voulez, avec la notion de vide relatif, de nécessité de s'organiser entre citoyens pour essayer et en articulation avec le discours, on va dire, étatique, et en particulier les forces de l'ordre, qui vont demander aux citoyens de leur signaler des choses anormales. Et je me rappelle avoir travaillé sur la notion de coproduction de sécurité dans un esprit de coproduction de sécurité. Voilà, alors, pour conclure mon intervention citoyenne, je fais partie donc d'un groupe de travail qui réfléchit sur ce dispositif de participation citoyenne
pour essayer, non pas de l'améliorer, mais donner une certaine cohérence doctrinale dans les façons de penser, dans les façons de faire, dans les protocoles. Et à ce titre, je remercie la gendarmerie et plus particulièrement Jean-Pierre d'avoir à un moment donné sur cette question rassemblé des commandants de groupement en leur demandant de s'exprimer pour donner leur point de vue sur ce dispositif de participation citoyenne. Alors, ce groupe de travail de réservistes citoyens vient en collaboration avec la gendarmerie, bien évidemment de par, entre guillemets, leur statut, mais aussi par leurs compétences professionnelles. Le groupe est composé d'un magistrat, d'un avocat, d'un élu, et puis d'un professionnel de la gendarmerie, hein, spécialisé en la matière, et puis voilà, d'un modeste sociologue qui quand même s'intéresse à la question. Alors, l'avantage, moi j'y vois plusieurs avantages, mais aussi des craintes qui perdurent. On l'a dit tout à l'heure, la dimension historique, l'histoire nous a montré que la gendarmerie avait eu une période difficile, hein. Et cette notion, on l'a entendu chez certains élus, cette notion de délation, elle est toujours pérenne, hein. Mais pour moi, elle n'a plus de sens, d'où la nécessité peut-être de préciser certains mots, signalement, délation, renseignement, alerte, voilà, pour distinguer les nuances de manière à, comment dirais-je, rassurer, si je puis dire, les personnes qui seraient intéressées, mais en même temps frileuses, parce qu'elles ne veulent pas se retrouver dans une situation de jugement par rapport aux autres. C'est plus en allant vers le sens d'une collaboration étroite, ce qui, du même coup, rapproche le citoyen du gendarme, hein, et c'est plus la crainte du gendarme, c'est plutôt la collaboration pour la protection et, à mon avis, renforce aussi le sentiment de sécurité, de protection par la proximité. Je terminerai le propos en disant que là, moi, j'ai j'ai vu 5 facteurs intéressants sur la mise en place d'un dispositif de participation citoyenne. C'est celle, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une coproduction de sécurité par la collaboration étroite entre les citoyens et les forces de l'ordre, hein, les forces de police. Une meilleure connaissance topographique des zones qui pourraient être des zones à risque. Hein. Un facteur de cohésion sociale par le développement d'une solidarité collective, parce que l'avantage, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais l'avantage de la brigade, c'est qu'elle est territorialisée. Donc on est ensemble dans la même zone. Moi, j'y vois un grand intérêt de solidarité et de responsabilité collective à développer la vigilance. Un facteur d'efficience d'un outil parmi d'autres, parce qu'il n'y a pas que la participation citoyenne, hein, dans les politiques de prévention et les publics locales de prévention de la délinquance, il y a plein d'autres outils. Et puis, le dernier facteur, que je dirais organisationnel, par la mise en place et une meilleure efficience du réseau d'information, hein, et de circulation de l'information, parce qu'évidemment, la gendarmerie est intéressée. Je crois que les gendarmes sont des professionnels du renseignement, et ils ont tout intérêt à quand même à avoir un maillage qui fonctionne bien avec une meilleure participation. Voilà. Merci. Alors, votre dernier élément, avant-dernier peut-être, sur le facteur d'efficience, on voit dans tout ce que vous avez dit qu'on est toujours sur le registre de la prévention. Comment, dans la prévention, on peut mesurer ce que ça apporte? Il y a eu beaucoup de débats sur la politique du chiffre, etc. Mais vous êtes vraiment dans les cadres de ces partenariats, on est dans l'anticipation du fait. Comment on arrive si on ne peut pas prouver ces résultats, comment on arrive à convaincre les institutions de structurer justement l'action? Je voulais donner la parole aux partenaires, si vous permettez, pour qu'on... Censure, camarade.
Je crois pas. Mais comme c'est une intervention à double À voix, double, mais bien sûr. Oui, mais pas à double temps, double de temps. Rapidement, s'il vous plaît. Il me semble justement que sur cette question, la façon dont le dispositif participation citoyenne a été instauré permet, à travers un retour d'information vis-à-vis des élus et vis-à-vis des citoyens dans le cadre de réunions publiques, de rendre compte de la réalité du dispositif et de son efficience. On a pu constater globalement, très globalement, que sur les communes dans lesquelles le dispositif a été mis en place, la délinquance avait reculé, puisque les signalements, le réseau de voisinage, la prise en compte par les citoyens et la mise en place de référents et la meilleure circulation de l'information entraînent de facto une réactivité améliorée des forces de gendarmerie. Donc il y a quand même cette mesure de l'activité et qualitativement, effectivement, on est en mesure de dire d'une année sur l'autre, puisque l'activité délinquante se mesure, le nombre de cambriolages, le nombre de vols, l'activité délinquante se mesure, on est en capacité de dire d'une année sur l'autre si la délinquance a reculé, si le sentiment d'insécurité a reculé en conséquence. Donc, le dispositif participation citoyenne étatique prévoit également dans son modus operandi des réunions publiques et finalement un échange, dans le cadre de ce partenariat, un échange d'informations entre la gendarmerie, les élus et les citoyens dans le cadre de réunions publiques qui peuvent avoir lieu. Merci. Isabelle Guillot, peut-être sur ce type de... Je veux dire un petit mot, parce que en fait, c'est comme les polyphonies corses, hein, il faut terminer la chanson. Oui, avec des sopranos, des voix féminines absolument, aussi. Absolument. Mais, pas de hiérarchie. Les outils, c'est une vraie question, madame, ce que vous posez, parce que... il faut des outils de mesure qui n'emprisonnent pas, si vous voulez, la circulation et le sens sémantique des propos qui sont tenus. Je pense qu'on s'achemine sur un couplage entre effectivement des données statistiques, mais aussi des recueils d'informations et d'analyses par ces fameuses réunions publiques. Hein. Voilà, je pense. Mais on travaille dessus parce qu'on n'a pas encore fixé les choses. Merci. Peut-être Isabelle Guillot, justement, sur le retour, l'efficacité que vous attendez des services sur ces dispositifs de prévention. Oui, donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit fort bien, effectivement, par monsieur Le Couramio. Voilà. Mais c'est effectivement, pour les élus, nous avons mis aussi le dispositif de participation citoyenne en place, bien évidemment, avec nos collègues police nationale, mais c'est la même thématique. Hein. Pour l'élu, vous l'avez dit, effectivement, ce qui va compter, même si la baisse n'est pas forcément... il n'y a pas de chiffre vraiment pour quantifier. Vous avez raison, parce que c'est quand même le problème. Donc, effectivement, le rôle peut-être de votre commission, d'étudier, c'est d'essayer d'arriver à mettre en relation. Mais bon, en ce qui concerne, nous, les chiffres aussi donnés par la police nationale, vous savez, avec avec les nouvelles mesures, on ne peut pas toujours relier entre une baisse d'un côté et une efficacité. Hein. Mais par contre, pour l'élu, c'est la baisse du sentiment d'insécurité. C'est ça. Sentiment d'insécurité dont vous savez qu'il est impalpable aussi. Je veux dire, c'est qu'on ne peut rien. Hein, d'un coup, il y a un sentiment d'insécurité dans un quartier, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Donc après, on peut réaliser quelle est l'origine, mais c'est un sentiment qu'il est difficile de faire taire. Alors, nous, effectivement, ce n'est pas au niveau de la commune globalement que nous pouvons sentir des résultats, parce que toute la population n'est pas encore impliquée, en tout cas une grande partie. C'est que par secteur, il y a des secteurs qui se sentent investis. Et là, on constate le sentiment d'insécurité. Et comment nous, on le quantifie aussi, c'est la baisse de réception de doléances. Parce que dès que quelque chose ne va pas, le maire reçoit le courrier en disant voilà, et des pétitions, voire des pétitions. Donc là, on se rend compte que conjugué aux actions menées par les professionnels de l'ordre sur le terrain, plus cette baisse de doléances reçues de la part des citoyens, que nous constatons que c'est ce dispositif de participation citoyenne très important dans le dispositif global de prévention. Parce que je m'occupe aussi donc, du CISPD, du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc ça, c'est un outil très important.
Justement, sur les CISPD, je vais vous donner la parole ensuite, et les CLSPD, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces structures qui peuvent être jugées très lourdes pour justement échanger sur les problèmes de sécurité quotidienne? Alors là, je ne vais pas parler longtemps parce que c'est vrai que c'est un sujet aussi qui me tient à cœur et je pourrais en raconter beaucoup. Parce que ce qui a mis un peu le feu aux poudres, c'est le rapport Toureau-Favert ou Favert-Toureau des députés qui a parlé d'un millefeuille territorial par rapport aux dispositifs, aux structures s'occupant de la délinquance, prévention de la délinquance, et qui a entendu d'un coup mettre un terme finalement à cet empilement en créant on va dire, une structure qui serait supérieure et dirigée sous commandement gendarmerie ou police nationale. Donc, pour nous, c'était la mort des CISPD ou CLSPD. Alors, en fait, ça a été tempéré, mais on le revoit quand même. On a vu arriver les GPO, les groupements partenariaux opérationnels, qui, de facto, même s'il est bien indiqué dans les textes que ça ne touche pas le CISPD ni le CLSPD, ont un impact. Parce que nous fonctionnions, Saint-Étienne, etc., avec des groupements, nous, territoriaux aussi. Bon, Saint-Chamond est plus modeste. Est-ce que là, on n'est pas en plein dans le millefeuille, justement, en créant Eh bien, oui, mais du coup, voilà, le millefeuille, d'un coup, on nous remet quelque chose qui contribue pas, finalement. Voilà. Par contre, ce qui est clair, je clôt le débat là-dessus, c'est que le CISPD, c'est vrai que si on ne lui donne pas une vocation opérationnelle, je dis intercommunal parce qu'on est groupé avec une autre commune, nous, une commune d'à côté. Mais si on ne lui donne pas un côté opérationnel, c'est effectivement se faire plaisir, se voir une fois par an en plénière, avoir quelques petites commissions, et puis c'est tout. C'est pas ça. Donc effectivement, il était urgent de pouvoir insérer des dispositifs, et c'est dans ce cadre-là, nous, que nous avons mis en place la participation citoyenne, que nous avons mis les rappels à l'ordre, enfin différents dispositifs. Et la lutte, je vous laisserai effectivement, vous qui êtes beaucoup plus impliqués aussi dans les luttes contre les violences faites aux femmes, etc., mais c'est ça, il faut que ça soit couplé. Sinon, effectivement, si on voit juste ça comme un gros machin qui réunit le préfet, différentes structures, pas une fois par an, c'est pas possible. Mais il y avait peut-être d'autres moyens d'aménager, tout en gardant, parce que je rappelle quand même que c'est le maire qui est chargé sur son territoire de la prévention, et que là, on se retrouve avec une dualité. On ne sait plus qui vraiment fait quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup à faire. On pourra faire un thème de colloque. Merci. Adjudant-chef. Non, moi je voulais revenir sur un point essentiel, notamment le partenariat, sans qui on pourrait mener aujourd'hui tous les projets qu'on a. Je parle aussi bien de la gendarmerie, de mon unité, mais toutes les unités de gendarmerie aujourd'hui. Ce partenariat étroit qu'on développe au quotidien, nos partenaires qu'on chouchoute, sans qui on pourrait pas travailler, on ne pourrait pas se passer. Je pense notamment à plusieurs projets qu'on a développés, nous, au sein du département, et d'autres projets à venir. Je pense à notre projet Protect qu'on a développé auprès des classes de 6e. Vous avez parlé cet après-midi de la brigade et le numérique. On est un peu dans cette idée-là où nous, on a décidé de se remettre en question et de mettre de côté nos présentations PowerPoint et d'arriver avec une tablette numérique. Le fonds a été travaillé avec l'association e-enfance, un de nos partenaires, et d'apporter cet outil-là dans les classes de 6e et de parler du cyberharcèlement. Donc un train de jeu, une tablette qui est basée sur l'apprentissage par le jeu, qui traite la protection des données. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ça pourrait être long. La protection des données, le cyberharcèlement et la théorie du complot, les fake news. Aujourd'hui, ce projet-là, on le mène depuis bientôt 2 ans. Il va être développé au niveau national dès 2020. Donc pour nous, c'est un véritable projet, une véritable remise en question et un projet qu'on n'aurait pas pu monter sans l'aide de nos partenaires. Il y avait également la DSDEN dans ce projet-là. Je parle du projet auprès des jeunes, mais également auprès des autres thématiques, puisque pour les violences intrafamiliales, on a des tas de projets. On fait actuellement des actions de sensibilisation auprès des collectivités territoriales où on va sensibiliser les agents municipaux directement dans les communes pour leur donner des conseils pour bien recevoir les femmes victimes de violences ou les hommes.
Voilà, ça c'est une idée, mais on est en train de préparer aujourd'hui notre colloque qui aura lieu le 25 novembre sur les violences faites aux femmes, où on a réussi à réunir plusieurs partenaires, pompiers, police, gendarmerie, parquet, tout ça dans une même salle pour lutter contre une cause, la violence, les femmes victimes de violences. Mais pas que, puisque dans le domaine de la prévention situationnelle, on est en train déjà de développer une cartographie qu'on va réaliser grâce, pareil, aux collectivités territoriales, aux membres de la préfecture. Et tout ça, c'est le fruit d'un travail collectif et il ne faut pas l'oublier. Voilà. Merci. Lieutenant-colonel Jaffray, je vous ai vu hocher la tête plusieurs fois. Peut-être vous souhaitez réagir. Oui, la première chose, ça a été évoqué. Pour qu'un dispositif soit crédible, il faut qu'il soit évalué. L'évaluation, elle nécessite une transparence. Pour éviter un discours pro-domo qui soit de pure communication, qui fonctionnera une fois, 2 fois, mais qui après, dans une routine relationnelle, perdra de son efficacité, non seulement au niveau de la communication, mais en tant qu'outil. Voilà. Donc la recherche, elle s'est penchée là-dessus. Il y a un projet qui a été financé avec le CNRS et l'INSJ, donc l'Institut national des hautes études sur la sécurité et la justice, et le Centre national de la recherche scientifique. Et donc, sur le terrain, ils sont allés observer la façon dont on pouvait évaluer l'action de sécurité publique. Ça c'est une étude qui a été menée sur 2017-2018 et les qualités des travaux ont permis, qui ont intéressé les 2 inspections générales, police et gendarmerie, le secrétaire d'État du ministère de l'Intérieur, ont fait que la notion d'évaluation dans la mise en œuvre de politiques publiques de sécurité, de stratégies locales, a énormément intéressé à telle enseigne, c'est que la production scientifique est aujourd'hui publique et est disponible sur Internet. Vous avez sur le site de la documentation française, avec la façon dont on peut concevoir des outils d'évaluation différenciés, parce que c'est important aussi. Vous avez les gendarmes qui vont avoir une approche quantitativiste sur ma délinquance, d'autres vont avoir peut-être le maire sur une approche peut-être quantitativiste sur des délinquances, mais également sur une approche qualitativiste, c'est-à-dire que pensent réellement mes administrés. Et donc tous ces outils sont proposés dans le montage sans que cela ne pèse trop à la fois sur celui qui le monte, celui qui va avoir l'information. Il faut être conscient d'une chose, c'est que si vous évaluez la gendarmerie ou son action, il ne s'agit pas simplement de recueillir ses données à elle. Parfois, elle est évaluée par l'extérieur de façon indirecte et sans qu'elle le sache. Et c'est là qu'il faut aller capter de façon intelligente ces données-là. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, toujours la recherche, elle a l'avantage dans sa légitimité, sa crédibilité, c'est celle de l'objectivité et donc sans avoir les biais professionnels. Et sur les partenariats, c'est vrai que c'est un sujet sensible. Est-ce qu'un partenariat fonctionne? De quelle manière? Et la recherche, là on est sur un projet de recherche européen actuellement sur les violences intrafamiliales. On est allé observer sur le terrain, on a mutualisé ça avec 7 autres pays de l'Union européenne. Et c'est vrai qu'on dégage les fondamentaux d'un bon partenariat, très brièvement, avec 4 critères principaux. Celui d'agir sur une action et pas un partenariat fourre-tout, d'avoir un pilote dans le bateau, c'est-à-dire qu'un pilote reconnu, légitime, pour plein de raisons. Ça peut être une autorité, ça peut être aussi une expertise. Troisièmement, c'est sur la capacité d'organiser des processus de gestion de l'information entre partenaires et d'une gestion honnête. C'est-à-dire que si je donne une information et j'en reçois une, il y a cet échange qui est neutre. Et puis quatrièmement, pour un bon partenariat, c'est la formation pour monter en compétence et en expertise au point de développer des savoirs idiosacratiques, c'est-à-dire que sur des territoires, vous avez des gens qui vont monter en compétence entre eux-mêmes et se valoriser les uns les autres, justement pour apporter une efficience au dispositif partenarial. Voilà. C'est pour ça que j'entendais des éléments qui peuvent être institutionnalisés en termes de communication, mais derrière, il y a une pensée et il faut que ce soit structuré pour que ça marche. Sur la structuration, je vous relance. Justement, il y a beaucoup de référents au sein des brigades. Comment ça arrive à fonctionner au sein des brigades? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est valorisé en interne? Ou est-ce que l'externe, les partenaires extérieurs sont plus demandeurs?
Alors vous avez le dilemme de, si on revient à la brigade, aujourd'hui, si la brigade était constituée de généralistes, aujourd'hui le généraliste, pour s'adapter, vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, il est confronté à le devoir d'être expert partout, ce qui est impossible. Donc on contourne cela en créant ces réseaux de référents. Alors la gendarmerie est contrainte par cela. Pourquoi ? Parce que sur 95% du territoire, là où elle a sa responsabilité, elle est obligée d'assurer le même service que la police nationale va assurer en ville sur 5% du territoire où elle peut concentrer en un point une expertise. Nous, notre expertise, elle est complètement diffuse et donc elle va se baser sur des réseaux. Alors l'avantage de créer des réseaux, enfin, il y a un avantage et un inconvénient, donc c'est cet équilibre. L'inconvénient, c'est que quand vous créez des référents, vous créez une contrainte de gestion en ressources humaines, c'est-à-dire que la personne, d'un seul coup, va être dégagée, comment dirais-je, du service quotidien, et voilà, donc ça, c'est une problématique. L'avantage de créer des référents, c'est que vous allez monter en expertise, donc en compétences. Vous allez aussi, d'un point de vue ressources humaines, valoriser l'action d'un gendarme, qui ne sera pas dans une masse globale d'intervention. Voilà. Le valoriser, alors c'est parfois compliqué en interne de le valoriser et on peut avoir des jeux d'ego au sein de l'unité. Pourquoi lui s'occupe des violences familiales, pourquoi lui s'occupe du contact alors que moi je m'occupe de l'accueil et des procédures judiciaires, des soins transmis. Voilà. Donc ça c'est un peu compliqué à gérer. En revanche, souvent le référent va être valorisé avec l'extérieur, c'est-à-dire qu'il aura son propre réseau qu'il va créer. D'un point de vue personnel et professionnel, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà. Et en interne, ce référent peut devoir se battre. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas ignorer, notamment sur les plus petites entités. Peut devoir se battre avec le filtre qui est son supérieur, qui va l'autoriser à jouer son rôle de référent, ou au contraire, le faire basculer dans le service quotidien de l'unité. Et donc là, c'est vraiment un jeu d'équilibriste. Voilà. D'où parfois, au lieu d'avoir un référent, certaines unités peuvent se le permettre, c'est l'intelligence locale qui va le déterminer. Ils vont créer une entité à part qui sera isolée, qui ne sera plus dans le service quotidien de l'unité. La brigade de contact, le groupe contact, les brigades de protection des familles. On peut avoir aussi des cellules travail illégal, une cellule qui va être dédiée à la prévention technique et de la malveillance. Enfin, voilà. Et tout ça, ce sont des petits apports, une galaxie de compétences qui va pouvoir s'isoler. Mais c'est un jeu d'équilibriste pour le gestionnaire et le commandant d'unité. Je vais donner la parole à la salle s'il y a des questions. Ou alors, on va conclure parce que c'est vrai qu'on n'est pas en avance. Mais voilà. Oui, allez-y. Comme si j'étais dans le public aussi. Je constate que l'efficacité de la participation citoyenne, en fait, est bien plus importante, ou en tout cas déjà les candidatures, on va dire, voilà, dans les zones pavillonnaires. Parce que nous, enfin toutes les personnes qui sont en immeuble, j'ai pratiquement pas de participants à ce dispositif. Donc je souhaitais savoir si vous-même, vous aviez constaté ce fait. Oui, alors, de façon très générale, c'est vrai que le dispositif, j'avais cité le chiffre de 228 communes qui avaient adhéré à ce dispositif. Alors c'est assez relatif ensuite d'un département à l'autre, hein. On peut avoir un ratio qui est un peu différent, mais d'une façon générale, on constate que les communes sont la plupart rurales, que le dispositif se colle à la commune de façon globale et non pas à un quartier de la commune, parce qu'on joue sur des petits effectifs de population, et que globalement, on peut en tirer, enfin, parce que là, vous évoquez le cas typique de la zone police. Nous, on raisonne aussi sur une zone qui peut être du périurbain, mais qui, dans l'observation que nous en faisons jusqu'à présent, nous porte à croire que, quand bien même sur une commune, il n'y a pas de délinquance prononcée, il existe néanmoins un sentiment d'insécurité qui conduit les résidents d'une commune à souscrire au dispositif participation citoyenne. Donc effectivement, pour répondre à votre question, globalement, il s'agit chez nous d'un dispositif qui va être instauré sur une commune rurale d'une façon générale. Merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va... Pardon. Ah, il y a une question. Allez-y. Une observation. Voilà.
ce serait un petit complément. Lieutenant-colonel de réserve Michel Roucault, vice-président de la Norgende. Oui, ce sera un petit complément par rapport au rôle, ce me semble, du réserviste dans le quotidien de la brigade. Alors peut-être pas au niveau même de la brigade, mais peut-être au niveau même du territoire et du groupement. On peut constater, du moins je l'ai vu dans mon groupement, qu'on considère aujourd'hui, ce qui n'était pas peut-être le cas il y a 2-3 ans, le réserviste comme un capteur d'information. Donc il va apporter de l'information et va jouer ce rôle aussi de vigilance, soit de vigilance, de prévention ou de constatation. Donc c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, le réserviste n'est pas que dans la planification ou de la conception, il est aussi dans la manœuvre et dans la réalisation du quotidien. Voilà. Merci beaucoup pour cette petite touche anorgende à cette table ronde. On va laisser la parole au capitaine Henrik Philippon, qui fait partie de l'état-major de groupement de gendarmerie départementale de réserve de l'Oise, pour un focus sur le réserviste opérationnel. Bien, bonjour à tous. Je suis donc Henrik Philippon. Dans la vie civile, je suis chef de projet et DPO. Alors, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Je suis responsable de la sécurité des données et de la conformité au RGPD chez un intégrateur de solutions digitales. Voilà, je travaille pour des e-commerçants, des institutions et des entreprises de la défense, voilà, dont in extenso pour la gendarmerie. Et dans la vie militaire, en tout cas du côté réserve, je suis officier de réserve depuis maintenant quelques années. J'étais camarade de promotion du président de Norgende. Donc ça remonte quand même à 2009. Je suis toujours resté au sein du groupement de l'Oise, où j'opère en tant que, d'une part, chef de cellule de la formation pour les réservistes, donc au niveau groupement et au niveau région aussi, où j'interviens pour toute la région Picardie, donc la Somme, l'Aisne et l'Oise. Le contrat en fait missionnel étant aujourd'hui d'avoir une unicité au niveau du langage de formation et d'aplanir tout ça au niveau des 3 groupements de la région Picardie. Donc en fait on a pour mission aujourd'hui de former un réserviste, qu'il soit de n'importe quelle compagnie, aussi bien PMG sorti en 2019 que ancien GA issu du service volontaire il y a quelques années, ou comme moi, issu d'une PMSG il y a maintenant 10 ans, on a pour mission de leur fournir la même formation continue tout au long de l'année. C'est vraiment dans la continuité de la PSQ. Ça fait partie vraiment des engagements au niveau mesure nationale, où on a décidé qu'au niveau des réservistes, on allait maintenant porter un effort sur cette formation. Ça, c'est ma première mission et elle me prend quand même pas mal de temps. Juste pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, moi, la gendarmerie a constitué 800 à 850 jours de mission, je crois, depuis que je suis engagé. Donc, en gros, c'est un tiers de mon temps sur l'année. Alors, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui est partenaire de la défense et qui me laisse quand même pas mal de temps pour pouvoir participer aussi sur mon temps de travail, justement, à l'effort que je peux fournir au sein de la réserve. Et ma deuxième mission concerne du coup, cette fois-ci, le service auprès des brigades, et c'est le sujet du jour, puisque je suis commandant d'un peloton de réserve à Senlis, donc dans le sud de l'Oise, assez proche donc, de la zone Île-de-France. L'idée, c'est vraiment de vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans un groupement extra-francilien, où justement, en fait, vous allez vous rendre compte que la brigade est et restera vraiment le pilier central de l'activité des réservistes. Tout tourne autour de la brigade, même si les compagnies de réserve aujourd'hui, telles qu'elles sont constituées, sont affectées auprès des groupements et qu'elles sont jumelées. Alors après, tout dépend de l'articulation qu'on peut avoir selon certaines régions et selon certains groupements, mais dans l'Oise, elles sont jumelées aux compagnies d'actives. Donc les compagnies de réserve, on en a 6 dans l'Oise qui collent toutes à une compagnie d'actives. Au sein de ces compagnies de réserve, on va trouver des pelotons de réserve, parfois 1, parfois 2. En l'occurrence, à Senlis, on a une compagnie de réserve de 80 réservistes et un peloton de réserve de 30 personnels. Il est constitué de 30 volontaires qu'on a sélectionnés
et sur lesquels on va élargir un peu le spectre missionnel en donnant des missions qui sont peut-être plus sensibles qu'au reste des réservistes, parce qu'on va les donner à des personnels qui sont plus engagés, plus expérimentés, parfaitement notés, et sur lesquels on pourra, en tout cas le commandant de compagnie va s'appuyer. Donc c'est assez intéressant de se rendre compte qu'on soit dans ce peloton de réserve ou qu'on soit au sein de la CRT, qu'on soit jeune PMG 2019, sorti tout fraîchement de 15 jours de formation, ou au contraire vieux Shibani, entre guillemets, en unité, en fait, on va toujours s'orienter vers une brigade. L'affectation principale du réserviste, elle reste à la brigade de domicile. C'est le mot d'ordre. Aujourd'hui, on affecte un réserviste et on essaye de le fidéliser au maximum par rapport à sa brigade. Voilà. Et on se rend compte que le réserviste rentre parfaitement dans l'optique de la PSQ, sécuriser le territoire à tous les niveaux, en tout temps, et s'inscrit encore mieux dans les cas de fonction du contrat opérationnel de la compagnie. Je pense que vous l'avez abordé ce matin, mais sur les cas de fonction du contrat opérationnel de la compagnie, on retrouve la fonction contact, prévention, intervention et investigation. Alors, c'est très bien parce qu'on y va de façon décroissante. Très clairement, sur la fonction contact, le réserviste reste le lien armée-nation entre la brigade et le public de la circonscription, le public civil. Très clairement, si on a des réservistes qui se cantonnent juste à faire leur jour de mission à la brigade et venir en tant que... je vais grossir un peu le trait, mais vraiment sac de sable, venir se mettre sur la banquette arrière du Kangoo pour faire une journée en patrouille, on n'a rien compris. Ce n'est pas du tout le but de la réserve opérationnelle, en tout cas en GD, et ce n'est pas du tout l'accent qu'on essaye de donner aujourd'hui à la PSQ. Le réserviste est devenu un acteur au sein de ces brigades, pleinement dans les pouvoirs de ses prérogatives, puisque généralement tous les réservistes aujourd'hui sont à minima APJA, au mieux APJ. En tout cas, on n'a pas d'OPJ, mais on a souvent des anciens OPJ qui sont des retraités de l'arme et qui apportent tous, à leur échelle et en fonction de leurs prérogatives, une brique de leurs connaissances et de leurs compétences à la brigade. Je vais reprendre l'exemple justement de ces anciens OPJ. Nous, on a mis en place au sein du groupement de l'Oise des GoPintes. Ces anciens OPJ qui n'ont pas du tout envie de refaire du terrain, je ne vous le cache pas, ils sont retraités, ils n'ont pas forcément envie d'aller refaire de la patrouille voilà, comme ils en ont fait pendant toute leur carrière. En revanche, eux qui avaient des anciennes fonctions de CB ou de CBA, donc commandant de brigade adjoint, s'occupent volontiers de venir prêter main forte aux brigadiers dans leurs tâches de notamment procédurières, de procédure pénale et de BO, voilà, de bureau d'ordre. Pour le coup, ils apportent une vraie plus-value là-dessus. Alors attention aux travers qu'on peut avoir, c'est-à-dire d'un emploi trop soutenu justement de ces personnels qui sont ultra qualifiés dans leur domaine et qui peuvent carrément remplacer un ETP finalement. Donc ça c'est vraiment le risque qu'on peut avoir dans les brigades, de s'accoutumer à ce renfort ponctuel qui devient finalement la variable d'ajustement sur l'engorgement des procédures au sein d'une unité. Voilà, c'est pas un ballast dont vont servir les brigades, mais en tout cas c'est une vraie plus-value. Et puis on va descendre en dessous du volet investigation, procédure judiciaire, bureau d'ordre. On va avoir le renfort en intervention, où là on va utiliser les réservistes les plus expérimentés, que ce soit en peloton, donc là ça peut être des PSIR, des pelotons de surveillance et d'intervention de réserve, qui ont été redéfinis justement par le commandement des réserves, et il était nécessaire de le faire pour donner un peu d'unicité à ce genre d'emploi. Nous, ça fait maintenant 10 ans qu'on a un peloton qui travaille de façon autonome, à qui les compagnies donnent en fait des missions. Ça peut être des missions ponctuelles sur des événements ou au contraire d'ordre général, de lutte contre l'atteinte aux biens, de PSQ, de surveillance générale au renfort des PAM sur une circonscription, ou carrément de lutte antiterroriste. Typiquement, moi, mon peloton a été inséré dans le plan Rétière. Le plan Rétière, je ne sais pas si vous vous situez, mais le plan Rétière est le plan qui est projeté en cas d'attentat sur la capitale et qui ceinture en fait toute l'Île-de-France. Voilà. On avait un point de contrôle sur lequel on devait venir apporter justement notre renfort à l'unité élémentaire qui était en charge de ce point.
Très clairement, on va avoir aussi des détachements de surveillance et d'intervention, au même titre que ce qu'on peut avoir avec les mobiles. Les réservistes vont agir, du coup, au sein des unités, de façon autonome, vont prendre en compte la mission sous forme d'ordre initial formulé par le commandant de brigade, et vont eux-mêmes, en fait, déployer leur patrouille, articuler en tout cas cette OI, pour pouvoir prendre en compte la mission. C'est typiquement les 3 réservistes qui arrivent, qui sont déjà assez expérimentés. Encore une fois, il faut être très vigilant là-dessus. On ne peut pas confier ce genre de mission à des réservistes qui n'ont que 15 jours de formation. Ça n'est pas possible et ça n'est pas prudent. Donc il faut être vigilant sur ce point. C'est vraiment pour des réservistes qui sont expérimentés et que l'on connaît et à qui on va donner une mission en autonomie, de surveillance générale par exemple, ou de PSQ, au sein de la brigade, en leur disant vous allez, ça peut aller de bleuir le paysage, hein, c'est-à-dire vraiment mettre du bleu dehors et puis on est content de voir des gendarmes qui tournent. On est incapable de faire la différence entre un réserviste et un actif. C'est vrai que le public aura la même perception, jusqu'à le renfort des PAM et le renfort en intervention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut très bien avoir des patrouilles de réservistes qui sont appelées par le COG pour prendre en compte une intervention. Ça arrive. Voilà. Encore une fois, ça peut aller jusqu'aux extrêmes, à savoir les primo-intervenants sur une tuerie de masse. On a eu le cas dans l'Oise de 3 réservistes qui se sont retrouvés appelés à la gare de Noyon suite à un quadruple homicide. Voilà. Donc ça peut arriver de se retrouver sur ce genre de configuration. Encore une fois, tout est dans le choix des personnels qu'on va faire. Et là, ça nous regarde, nous, officiers de réserve, puisqu'on est le lien entre la compagnie, donc l'expression de besoin des brigades par le commandant de compagnie, et la disponibilité des ressources, des réservistes qui vont donc nous exprimer leur disponibilité en nous disant voilà, je suis disponible tel jour, est-ce que je peux être employé? La variable d'ajustement, ça reste le budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas de budget, pas de disponibilité, pas de demande, donc moins d'engagement, et forcément, on est un peu dans un cercle vicieux. En revanche, tout le travail de l'officier de réserve consiste à animer ces réservistes avec la brigade, puisqu'aujourd'hui, un réserviste qui est fidélisé auprès de sa brigade est beaucoup plus engagé. Voilà. C'est sûr que si le réserviste il passe une fois par semaine prendre le café, c'est tout bête, mais ça permet d'avoir des gens qui sont engagés, qui se sentent concernés et qui prennent vraiment pied dans la police sécurité du quotidien. Et idem, on parlait tout à l'heure de l'agent de renseignement, le réserviste est un excellent agent de renseignement. C'est-à-dire qu'il est dans la vie civile, il a pied dans la circonscription, il sait ce qui s'y passe et il est un excellent observateur. Voilà. Donc pour la remontée de renseignement, nous on a justement à la BR, donc à la brigade de recherche, et après au sein de toutes les unités, un référent renseignement qui connaît ces réservistes et qui avec eux entretient des relations de renseignement. Voilà. Après, on va avoir la base, et je finirai là-dessus, c'est vraiment le renfort individuel. Le renfort individuel, j'ai commencé par ça. Je pense que tous les réservistes ont commencé par ça. On commence les premières missions avec ce renfort en unité, donc généralement l'unité dont on est le plus proche. Et on se retrouve affecté à nos premiers renforts qui sont généralement des renforts en PAM, premier marché, en PSQ, en police route, en SG. Voilà. Ça, c'est vraiment par là qu'on commence et c'est là que le réserviste va apprendre le métier. C'est pas la PMG. Clairement, c'est sur ses premiers jours de terrain. Un réserviste qui fait beaucoup de renforts monte très vite en compétences. En fait, ça, on a du mal à le faire comprendre. Je vais vous donner un petit exemple, tout bête. Aujourd'hui, vous prenez une brigade à 36, vous allez avoir 20 personnels sur les 36 d'actifs qui vont assurer les PAM. Les PAM, en gros, c'est les jours sur lesquels ils vont être astreints à l'intervention. Vous multipliez ça par 365, ils sont 3 par patrouille, multipliez encore par 3, vous le divisez par 20, ça fait 54 jours d'intervention par an. Quand vous avez un réserviste qui fait 80 voire 90 jours, c'est arrivé sur les grosses années d'emploi des réservistes qui font 90 jours de renfort, ils font généralement 90 jours de renfort sur de l'intervention. Donc en fait, au niveau expérience et au niveau connaissance du terrain, ils emmagasinent énormément de vécu. Voilà. Nous, on s'en est rendu compte au niveau de la formation parce que
c'est sûr que quand vous allez tester les réservistes aujourd'hui, nous on les recycle sur un recyclage qu'on appelle OPS, au regard justement de du contrat compagnie opérationnelle. On a une formation sur laquelle on ne les recycle plus seulement sur le tir, puisque le recyclage au tir est obligatoire, on les recycle également sur l'IP. Voilà. Et l'intervention professionnelle, c'est aussi le volet sécuritaire d'une patrouille en gendarmerie. On insiste sur les CCPS. Les CCPS, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est le volet intervention professionnelle des CCPM, des contrôles de la condition physique du militaire. Et vraiment, on s'assure que les réservistes, quand ils repartent en terrain, savent menotter, se servir d'un BPT, se servir de leur arme et sont capables d'appuyer leurs camarades dans leur mission. Et ça fait toute la différence, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve avec des réservistes qui sont capables vraiment d'être un soutien pour l'active et pas seulement voilà, un poids pour un actif qui va se dire bah, tiens, je vais passer la journée à former le réserviste. Non, c'est pas le but. Voilà. Alors, il y a toujours, et je finirai là-dessus parce que je pense que l'heure avance, il y a toujours ce côté très délicat finalement de l'acceptation du réserviste au sein d'une unité, au sein de la brigade. La brigade est un milieu assez fermé. En fait, on est entre militaires qui vivent au sein d'une unité, qu'on ouvre par la fonction contact de la PSQ notamment, qu'on ouvre sur la circonscription et sur l'ensemble des concitoyens. Il est vrai que quand on insère un réserviste, il faut du temps avant de le faire accepter en tant que militaire de l'arme. Moi, j'ai connu cette période où, très clairement, je prenais mes premières patrouilles au sein des unités. On me regardait en attendant la première inter pour voir comment j'allais réagir et si j'allais être bon ou pas. Si j'allais être le boulet ou si j'allais être, au contraire, le soutien missionnel dont ils avaient besoin. Et c'est là qu'on fait vraiment ce qu'on attend de nous. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on soit capable d'apporter une plus-value à la brigade et de faire avancer, en tout cas, la PSQ et tout ce qui tourne autour du contact de la brigade au rapport de la population civile. Encore cette notion de plus-value. Voilà. J'ai terminé. Si vous avez des questions, en tout cas, sur... Est-ce que le département de l'Oise est concerné par les missions ferroviaires? Vous êtes engagé sur ce créneau-là d'activité? Alors, absolument. Eh ben, ça commence parce que on était cantonné sur une ligne train banlieue en fait. Donc c'était vraiment le sud de la compagnie de Chantilly. Donc Chantilly, on n'avait qu'une seule compagnie sur les 5 qui étaient concernées. Maintenant, ça s'est étendu à 3 compagnies différentes. Donc la mission commence à prendre de l'ampleur. C'est une mission qui est donc prise en compte par les unités et sur lesquelles on a principalement du renfort de réservistes. Donc nous, en plus, ça nous permet d'avoir une bouffée d'air au niveau budgétaire, puisque du coup, décorrélé du budget global, ça permet de proposer des missions supplémentaires. Dans l'Oise, on a d'une part cette mission de police ferroviaire, en tout cas de surveillance ferroviaire, mais en plus, on va avoir la mission de surveillance du palais de justice de Senlis, qui est une exception. En fait, on est un des 3 départements, une des 3, en tout cas, un des 3 tribunaux correctionnels à être sous juridiction gendarmerie. Tous les autres en France sont sous la juridiction de la police. Donc en fait, ça nous permet d'avoir des renforts réservistes sur ces polices d'audience, en plus du renfort police ferroviaire. Voilà, mais ça fait partie des missions qu'on a en plus. On sait que les extractions ne devraient pas tarder, on devrait être aussi concerné puisqu'on a une maison d'arrêt assez importante à Liancourt et à Beauvais. Voilà, ça fait partie des 2 choses sur lesquelles on va intervenir et qui nous permettent aussi d'intervenir soit en autonomie, soit au renfort des brigades. Merci. Jean-Marc Jaffré. Avez-vous une formation de contact et si oui, avez-vous un recyclage au même titre que pour l'IP, l'usage des armes? Alors, c'est une excellente question. On a prévu cette formation. On a commencé par l'IP. En fait, on y est allé par ordre d'importance. C'est-à-dire que pour nous, le plus important a été de se dire, OK, il faut remettre tout le monde à l'heure, en tout cas sur l'IP et le tir, c'était la priorité. On a eu ensuite l'élévation du seuil de compétences, qui est une spécificité réserve de cette année, qui nous a pris beaucoup de temps au sein des cellules formation. Pour vous donner un ordre d'idée, la cellule formation que je commande, en tout cas rien que pour l'Oise, c'est 25 réservistes et des actifs aussi en renfort, donc régulièrement. Mais maintenant, on a carrément formé des AMIP réserves au sein de cette cellule formation. On a des MIP qui sont d'anciens d'actifs ou des MIP qui sont carrément...
pardon, excusez-moi, AMIP. En fait, c'est des moniteurs d'intervention professionnelle. Donc, ce sont des personnels qui sont spécialement formés sur la dominante intervention professionnelle. Donc, le tir, la maîtrise sans arme des adversaires, la maîtrise avec arme des adversaires et la technique d'intervention. Tout ce qui va toucher au contrôle et à l'intervention des personnels sur le terrain. Et ensuite, on va avoir des secouristes, on va également avoir des spécialistes de la police route, du judiciaire, et on a rentré justement cette dominante contact à partir de l'année prochaine, justement dans l'optique d'optimiser le renseignement, l'intelligence économique et le contact à la population. Voilà, c'est les 3 facteurs sur lesquels on va appuyer. Et c'est une journée de formation aujourd'hui pour nos réservistes qui est bénévole pour le moment et qui sera certainement soldée l'année prochaine. Voilà, qui rentrera dans notre spectre missionnel. Merci beaucoup. C'est vrai que cela pourrait faire par exemple d'un code savoir sur la FIR, puisque c'est vrai que la fonction contact ne s'improvise pas, notamment discuter avec la population, amener à ce qui nous donne du renseignement, on peut le constater, des fois ce n'est pas évident. Je remercie donc le capitaine Philippon pour son intervention. Je remercie les intervenants de la table ronde de ce matin. Donc nous allons passer au déjeuner et j'ai une excellente nouvelle pour tout le monde. Le déjeuner vous est gracieusement offert, enfin il est offert, hein, donc c'est gracieusement forcément. Donc il vous est offert. Donc le déjeuner aura lieu au premier étage, ce sera au plateau. Simplement pour des questions purement de logistique, je vous demanderai qu'on y aille groupir comme dans la 7e compagnie. Donc vous pouvez monter, je vais demander la fermeture de la salle, donc si vous voulez laisser vos affaires, vous pouvez. Mais néanmoins, la gendarmerie ne saurait être tenue responsable en cas de perte, détérioration de vos effets personnels. Reprise à 13h30.